Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 63, soit le 10e chapitre de Catelyn. J'ai pas le compte là, je pense que c'est un des 3 personnages plus prolifiques avec Tyrion peut-être. Eddard. Ouais, Eddard il en a 15, ça je sais. Mais je pense que derrière c'est Catelyn, hein. Je pense pas qu'il y ait peut-être Daenerys, mais... Il y a Jon... Ah ouais, t'as raison, Jon, non. Jon, il en a combien? Ah non, Daenerys, il en a que 7 pour l'instant. Et Jon, 8 pour l'instant. Ouais, Catelyn, hein. Catelyn, ma femme. Et j'espère que ma copine n'écoutera pas ce podcast. Et donc, c'est parti. Donc vas-y, Guillaume. Petit résumé. Alors, dans chaque chapitre, comme on le dit tout le temps, là, enfin, on retrouve Catelyn, et qui attend que son fils revienne de sa bataille face aux troupes de Jaime Lannister. Au retour de Robb, on apprend que l'opération de Robb est un franc succès. Jaime a bel été bien pris au dépourvu, et son manque de patience s'est retourné contre lui. Plusieurs bannerets Lannister ont été faits prisonniers, mais surtout Jaime lui-même. Et bien que les pertes soient relativement basses, plusieurs pertes sont à déplorer, notamment les fils de Lord Karstark, et Lord Corbois. Et bien que cette victoire semble être de bon augure, Catelyn ne se réjouit pas trop vite et refuse de crier victoire tant qu'ils ne se seront pas occupés de Tywin. Ok, merci pour ce résumé, Guillaume. Et donc, allez, c'est parti. Commençons. Le chapitre débute au sein des bois, au sein de bois, sûrement près de Vivzeg, où se trouve Catelyn. Elle a été protégée par Alice Molen. Donc on rappelle, c'est aussi écrit dans le chapitre, le nouveau capitaine des gardes de Winterfell depuis le départ du feu Jory Cassel pour Port-Réal, paix à son âme. Quand il a été tué, par Jaime, à la sortie d'un bordel. Ouais. Belle mort. C'est la façon dont on s'en souvient. Et Catelyn, elle attend en fait le début de la bataille entre les deux camps, et elle se souvient que dans son enfance, elle attendait souvent le retour de son père qui partait à la cour ou à la guerre, que son père Oster Tully disait à son petit chaton, parce que oui, Catelyn, Cat, chat en anglais, ouais. On a fait vite le lien, donc que Oster Tully disait à son petit chaton de guetter son retour. Je crois qu'il dit Cat, guette mon retour. Cat, guette mon retour. J'aime bien l'image d'Oster Tully qu'on a, même, tu vas pas penser à reposer, mais il me paraissait sympathique comme monsieur. Ok. Je suis les couilles en fait. Oui. Non, moi, ce qui m'intrigue, c'est quelle guerre? Oster Tully. Si, mais il a fait pendant la rébellion de Robert. Oui, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Non, là, Oster, quand il partait en guerre, là, en fait, en lisant le texte, j'avais l'impression que, c'était Catelyn très jeune. Ouais, non, mais après, des guerres, peut-être c'est des batailles ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il y en a eu, hein. Avant la rébellion de Robert. C'est sûr qu'entre les... il y avait la paix du roi des Targaryens, mais sûrement entre des, tu vois. Ouais. Peut-être des petites guerres enfantines, même dans les différentes couronnes. Ok. Mais j'avoue, question intéressante, j'avais pas relevé, en fait. Et, pareil, elle attendait lorsque Brandon Stark était parti vers Port-Réal afin de confronter le roi fou, Aerys Targaryen, quant à l'enlèvement de sa sœur Lyanna. Donc on le rappelle, c'est toute l'histoire, quoi. Et pareil pour son mari Ned, qui, 2 semaines après leur mariage, était parti en guerre. Et voilà qu'elle attendait à présent son fils. Mais du coup, en fait, je crois pas qu'on ait déjà dit qu'il y avait eu 2 semaines entre le moment où ils sont mariés et le moment où Ned était parti. Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste après, quoi. En mode, la nuit nuptiale, et puis le lendemain, il partait, quoi. En fait, il y a quand même eu 2 bonnes semaines, hein. 2 bonnes semaines, histoire de profiter. Non, mais c'est pas, parce que j'ai toujours eu l'impression, mais parce que ça fait longtemps que j'ai lu, et je crois que dans la série, ils parlent jamais de ce délai, mais à chaque fois, ils me disent oui, dès le mariage, il était parti, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai toujours eu le souvenir que, ils ont fait le mariage, et ils ont passé peut-être 1 ou 2 jours, et puis bref, il était parti. Alors que là, ils ont eu le temps de se connaître. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'avais l'impression qu'ils se connaissaient vraiment pas, en fait. Quand Ned était parti, qu'ils s'étaient vus au mariage, point, et qu'il avait, en termes assez grossiers, il l'avait engrossé, et qu'il était parti juste après. Ouais. Alors qu'en fait, ils ont eu quand même quelques temps pour se connaître, pour s'apprécier, c'est histoire d'assurer, ouais.
d'augmenter ses chances de tomber enceinte. Ouais, il a réussi, mais ça se trouve, ouais, au cours des 2 semaines. Peut-être qu'au début elle avait ses règles et du coup c'était mort. Ouais, peut-être aussi, hein. Mais après, est-ce que ça importe au niveau de la nuit de noces? Bah, ça veut dire que si elle a ses règles lors des premiers jours, bah, il y a très peu de chances qu'elle tombe enceinte. Parce Ouais, que, mais est-ce que c'est pas le but? Là, ils étaient en guerre quand même, tu vois, donc. bah, je sais pas, faire un héritier aussi vite que possible, je sais pas moi. Écoute. Non, mais en plus 2 semaines, ça me paraît assez long quand même parce qu'ils étaient en pleine guerre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là, on sait que à ce moment-là, Putain, je me rends compte vraiment ce que j'ai dit, c'est les auditeurs vont dire mais pourquoi il dit ça? Vraiment, je dis de la merde, c'est incroyable. À ce moment, on tenait à rigueur. À ce moment, on sait que Brandon Stark, donc le frère de Ned et Rickard, ils étaient déjà partis à Port-Réal, et peut-être à ce moment-là, ils ont été tués par le roi fou. Mais donc, c'est-à-dire que Ned, il a pris 2 semaines pour rester avec Catelyn, tout en sachant que sa sœur, elle avait été enlevée, et que son père et son grand frère furent tués à la capitale. Non, mais tu vois ce que je veux dire, au niveau des délais, c'est pas dérangeant, hein, mais juste que je pensais vraiment qu'il était parti au qui-vive, quoi. Enfin, bref. Mais donc, par rapport à Catelyn, on voit quand même un certain aspect de la vie des femmes à cette époque. Dans le sens où, elles avaient pas grand rôle à jouer dans des temps de guerre, quoi. On avait déjà évoqué ce passage un peu, tu te rappelles, puisque j'ai remonté l'épisode, par exemple, où, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, je crois que c'est un chapitre de Bran, et où, en fait, je crois que Ned lui disait, oui, mais pas grave, même si, t'es handicapé, tu pourras devenir un maçon, tu pourras devenir, je sais plus quoi, enfin bref, il dit plein de choses. Et en fait, on voit que Arya, elle, quand elle est là avec son maître à danser sur le foie, qu'en fait, lui, il lui dit, bon, d'accord. Tu vas épouser un... Ouais, voilà, tu vas épouser un grand seigneur. Et, là, tu vois un peu que Catelyn, c'est la même chose dans le sens où, elle a pas grand chose à faire à part attendre, quoi. Alors que quand on lit, ces chapitres, on voit le monde à travers ses pensées, elle est vachement intelligente, elle est perspicace, elle a quand même un esprit stratégique, quand, par exemple, elle conseille Robb. Et, déjà, en pratique, tout ce qu'elle peut faire finalement c'est attendre. Ouais. Je trouve ça assez triste en fait. Bon, moi elle a bien conseillé, mais c'est sûr que pour l'action. Mais après tu te dis c'est comme maintenant, tu vois, ça veut dire par exemple les femmes, il y a aussi des femmes militaires, mais ce que je veux dire par exemple tu vois, il y a une série que je regardais avant c'était American Ways, mais tu vois dans le schéma habituel où c'est l'homme qui part à la guerre, etc. Oui. Et que c'est la femme qui attend, qui doit s'occuper de la maison, etc. Ouais, mais pour les guerres modernes, pour le coup, les femmes ont un rôle aussi important que les hommes pendant les temps de guerre, ou dans la mesure où elles assuraient tout le ravitaillement. Oui, et tout. Oui, tu parles des guerres mondiales, par exemple. Ouais, la guerre mondiale. Sans les femmes, il y avait pas d'armes, il y avait pas de munitions, il y avait que dalle. Elles ont remplacé les hommes dans les usines et elles ont assuré le maintien de l'industrie de tous les secteurs du pays. Donc elles ont joué un rôle tout aussi important que les hommes pendant la guerre. Exactement. Alors que là, t'as vraiment l'impression qu'il y a aucun rôle, quoi. Ouais, là, c'est vrai qu'on voit pas ce côté qui tient, est-ce qu'elles tiennent les champs ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, pendant le temps de guerre et tout. Mais c'est vrai que là, on l'a dit, Winterfell, je crois qu'il reste que des vieillards, les femmes, etc. Mais oui, parce que les paysans, ils sont aussi appelés à faire la guerre. Ouais. Donc, je pense que c'est leurs femmes qui tiennent aussi l'agriculture, etc. Exact. Quoique, après, on aura un exemple dans le chapitre qui va nous faire démentir. Et qui va faire démentir Ned. Donc, malgré le fait que Robb soit grandi, qu'il a à présent une armée à ses ordres, Catelyn s'inquiète toujours pour lui et se remémore comment elle était enfant, blottie contre son sang. Et bon, Catelyn, depuis le début, elle paraît de nature assez pieuse, parce qu'on entend souvent implorer les dieux. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop d'informations par rapport à la religion. On sait qu'il y a la religion des Sept et la religion des anciens dieux. Mais déjà, on sait même pas qui sont les Sept. Ouais. Et on sait pas trop si la religion ça a une importance capitale. Enfin, on peut dire que si on commence à s'en douter quand même que c'est quand même un sujet qui revient souvent sur la table. Ouais. Mais après on mesure pas encore l'ampleur. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est tout le monde qui y croit? Est-ce que si on se réfère par exemple au Moyen-Âge, c'est vrai que tout le monde était de toute façon t'étais obligé d'y croire, quoi. Ouais. Pratiquement. Mais après quand même on se souvient que Robert quand il s'endette, il va chercher de l'argent chez le Grand Septon. S'il va chercher de l'argent chez le Grand Septon, c'est qu'il a de la thune et qu'il y a beaucoup de dons, quoi. Ouais, qu'il y a des fidèles et tout. Ouais. Il y a beaucoup de fidèles. Et assez fidèles pour donner de la thune, quoi. Donc, mais c'est vrai que par exemple tu regardes par exemple en France, je veux dire le roi de France, il était légitime de par la religion, parce que c'était le représentant de Dieu sur terre.
Donc là, on n'a pas trop l'impression que c'est ça, mais sûrement qu'il doit y avoir, par exemple, un lien entre la royauté et la religion des Celtes, quoi. Mais je crois qu'on s'était posé même la question par rapport à justement à Aegon, et comment s'était passé justement le fait que bon, il soit marié avec ses... je crois que ça dit qu'il s'est marié avec ses 2 sœurs, et du coup, est-ce que déjà, bon, il s'est marié 2 fois, et est-ce que l'inceste était autorisé, quoi? Ouais, mais après, je pense, ses arguments, c'était 3 énormes dragons. Donc là, c'est assez persuasif. Bon, parlons un peu du contexte de la bataille. Donc du coup, Jaime, il avait à ses ordres 12 000 hommes, alors que Robb n'en avait que 3 000, mais les 12 000 hommes de Jaime étaient répartis en 3 camps distincts de Vizseg, et chaque camp était coupé des autres par les rivières. En fait, il faut vraiment voir comment est formé Vizseg. C'est vrai que là, on n'a pas trop d'informations dans le bouquin, mais bon, nous, on s'aide avec Guillaume du livre l'encyclopédie de la saga du Trône de Fer pour faire ce podcast, et du coup en fait en voyant une illustration de Vizseg, on voit que c'est vraiment que c'est une forteresse qui est entourée d'eau, quoi. Et bon, du coup c'est vrai que du coup elle est entourée de rivières, donc du coup c'est assez dur de la prendre, et en plus son armée elle était obligée de se séparer, donc bon, division des forces par 3, quoi. Mais Brynden Tully, donc on le rappelle, c'est l'oncle de Catelyn et le petit frère d'Oster Tully, le vizir de Vizseg, lui, il paraît être le stratège, en fait, de cette offensive, et il avançait que Jaime avait un défaut, la patience, et qui va se vérifier, en fait, au cours de ce chapitre. Catelyn s'était fait imposer par Robb d'avoir 30 hommes, la protégeant lors de la bataille, et elle avait exigé la même chose envers Robb. Donc parmi les 30 hommes qui se trouvaient dans la garde de Robb se trouvaient des jeunes, pour la plupart des fils de seigneurs. Donc on avait Eddard Karstark et son jeune frère Torren, dont l'aîné Ryon Karstark avait été capturé lors de la bataille de la Verfurque par les Lannister. On a aussi Patrick Mallister, le fils de Jason Mallister, le sire de Savalmer. Dans cette garde, il y a aussi Petit John Humble. Donc ça me fait rire parce qu'en fait, bon, le daron, le Lord John Humble, il est surnommé Lord John Humble. Parce que bon, il a une carrure assez imposante, quoi. C'est même dit dans le chapitre de Bran qu'il est aussi grand que Hodor, mais qu'il est encore plus imposant au niveau de la largeur de la carrure, quoi. Et donc son fils, il a appelé le Petit John Humble, quoi. Mais ça me fait rire. Je sais, je suis un enfant. Alors, il y a aussi Darin Corbois, donc qui est sûrement le fils de Lord Corbois, et qui vient de mourir lors de la bataille de la Verfurque. Donc voilà, le Lord Corbois, bon, le seul dont on a appris le décès lors de la bataille de la Verfurque. Et bon, son fils là, il est pas au courant, mais bon, son daron il vient de mourir. Donc, son fils, il est pas au courant parce qu'il... Oui, il est là, mais genre oui, donc c'est dommage, quoi. Mais bon, il est pas au courant, ouais. Parce qu'il est mort. Non, mais Darin Corbois, son fils là, il est pas au courant que son père il est mort. Mais Darin Corbois est mort, non? Oui, non, mais il meurt à la fin de ce chapitre. Ouais, bah dans tous les cas, il sait pas. Bon, dans tous les cas, bon, c'est un spoil du coup. Mais... bon, spoil. Non, vous le savez si vous avez lu le chapitre. Mais du coup, oui, donc bon, Darin Corbois va mourir à la fin de ce chapitre. Et bon, Theon Greyjoy fait aussi partie de cette garde, ainsi que quelques frais. Donc ça, c'était parmi les hommes les plus jeunes. Et parmi les hommes plus âgés, on a Lord Robin Flint ou Wendell Manderly. Donc Wendell Manderly, on le rappelle, c'est le jeune frère de Sir Willis Manderly et le fils de Wyman Manderly, le sire de Blancport. Et on rappelle que Willis Manderly, lui, il vient de se faire capturer à la bataille de la Verfurque. Et il y a même une femme parmi la garde de Robb Stark, donc il y a même une femme, Daisy Mormont, qui est la fille aînée de Lady Maggie Mormont et la future dame de l'île aux ours. Donc par rapport à ça, deux choses. Bah, premièrement, ça vient un peu contredire le fait que justement les femmes, elles peuvent pas prendre de rôle au niveau des batailles et de la guerre, quoi. Ouais. Là, on a un exemple concret du... Ouais, elle prend les armes. Ouais. Bon, après, ça a pas l'air d'être le commun, ça. Mmh. Mais bon, oui, au moins, il y a des femmes qui prennent les armes. Ouais. Et surtout que je crois que c'est dit dans le chapitre que bon, sa mère, l'actuelle dame de l'île aux ours, Maggie Mormont, je crois qu'elle avait reçu c'est quoi, une masse ou quelque chose comme ça dans son enfance. Faut que je reprenne le texte, mais attends. Oui, c'est dit qu'au lieu d'avoir des poupées, elle a eu des masses. Ouais, à l'âge d'avoir des poupées, elle a eu une masse d'armes. Ouais. Je sais plus si c'était une masse d'armes. Si, c'est une masse d'armes. C'est une masse d'armes. Et donc ça, en fait, peut-être que c'est question aussi une question de famille aussi. C'est-à-dire que là-bas, dans l'île aux ours, on sait que c'est une île du coup qu'elle a circulé dans le territoire du Nord et que bon, peut-être que voilà, la population a dû s'adapter et que les femmes ont dû, tu vois, prendre la place des hommes quelquefois. Ouais. Mais bon, du coup, alors, juste une petite frise.
on rappelle que Lady Maggie Mormont, c'est du coup la sœur de Jorah Mormont, l'actuel commandant de la garde de nuit, et donc par conséquent que c'est la tante de Jorah Mormont qui est le chevalier servant de Daenerys. Oui. Enfin, chevalier servant. Il a quand même, on sait qu'il lui donne des informations à Varys par rapport à Daenerys, mais c'est pas clair. voilà. C'est très clair. Complexe. Et du coup, on dit que justement cette Daisy Mormont, c'est la future dame de l'île aux ours. Mais du coup, alors, tu penses quoi? Est-ce que parce qu'on sait que justement, et Jorah Mormont, enfin, de base, c'était Jorah Mormont qui devait succéder, à Jorah Mormont en tant que, régent de l'île aux ours. Et que du coup, parce que, du coup, Jorah Mormont est passé dans la garde de nuit, que Jorah s'est, déshonoré. Exactement. Du coup, le titre est passé à Maggie Mormont. Ouais, je pense que c'est ça. Donc du coup, est-ce que tu penses que maintenant ça se passe de femme en fille ou Non, je pense qu'elle a qu'une. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Je pense qu'elle a peut-être que des filles. Ouais, mais alors normalement, ça marche pas. Normalement, du coup, ça passe à. Enfin, tu vas chercher un homme, quoi. À moins que vraiment t'es pas de, tu vois. Mais peut-être que oui, peut-être qu'elle a que des filles et que du coup, ça fait que ça reviendra à Daisy, ouais. Ou peut-être que elle a réussi à changer le game, genre elle est tellement imposante que genre ce serait une fille ta gueule, genre. Non, elle a changé les traités, genre. Ouais, elle fait me faites pas chier. On passe sur la loi dornienne. Ouais. Oui, parce qu'à Dorne, le sexe n'a pas d'importance, c'est vraiment l'aîné qui prend le titre. Mais l'attente était finie et la première chose que Catelyn aperçut des hommes d'en face fut le visage de Jaime Lannister. Alors bon, comme pour la bataille de la Versure, qu'on va pas en parler. Parce que bon, on n'est pas là pour faire de la paraphrase, donc on répète, si vous êtes curieux de ce qui s'y passe, autant relire directement le chapitre. Mais en revanche, la conclusion de cette bataille n'en est que plus intéressante, car à la fin de celle-ci, Theon Greyjoy et le Lord John Humble apportèrent le régicide, Jaime Lannister, fils aîné de Tywin Lannister et héritier de Casterly Rock, enfin le Laïus, j'aurais pu en rajouter aussi, mais je me suis arrêté là, au pied du cheval de Catelyn Stark. Et bon, on sent encore l'impatience, l'arrogance et surtout la bêtise de Théon qui demande à Robb de directement lui faire couper la tête. Ouais, il est con. Mais ça, justement, en plus dans le premier chapitre, c'est le mec qui a shooté la tête quand Ned venait de décapiter le. Ouais, bon, ça c'est pas bien grave, tu vois. Ouais, mais à chaque fois il donne des idées stupides. Je me rappelle qu'il avait dit quoi encore à Robb? Ah oui, mais par rapport à Bran, je crois quand Bran l'avait été capturé. Oui, il a tiré une flèche. Bon, il a pris le risque, ça a marché, mais c'était risqué, quoi. Ouais. Et en plus, tu te rappelles que Robb, il voulait donner. Non, je crois que c'était Catelyn qui avait dit, je crois. Et justement, on avait trouvé ça bizarre, qui avait dit oui, même Theon Greyjoy serait plus adapté pour prendre la tête de l'armée que t'envoies au sud. Ouais, c'était bizarre ça. John Humble, ouais. Ouais, c'était bizarre quand Catelyn a suggéré d'envoyer Théon à la place de Robb dans le sud. Ouais. Enfin la tête de l'armée, ouais. Ouais. Alors, je me demande si en fait elle était pas tellement désespérée de voir Robb partir qu'elle a dit le premier truc qui lui est passé par la tête, non mais on envoie n'importe qui sauf toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est vrai que Catelyn s'inquiète beaucoup pour ses enfants et peut-être que c'est quelque chose qui peut la perdre, ça. Ouais. Tu vois que par rapport à sa famille, ses enfants, elle a plus. Bon, elle a l'air toujours raisonnable et voilà quoi, elle a l'air toujours perspicace, mais bon, on sent que justement, elle peut aller loin pour ses enfants. Ouais, c'est la même idée, c'est qu'elle implore les dieux en fait, tu vois. Ouais. Donc par rapport, elle s'en remet à l'au-delà et pas tellement à elle-même à ce moment-là. Et bon, voilà, du coup, Robb il refuse parce qu'il préfère garder Jaime comme otage et surtout que sûrement il sera plus utile vivant que mort. Largement. Alors du coup, juste pour finir, oui, c'est que bon, surtout que Robb il répugne comme son père l'assassinat des captifs après une bataille. Oui. Ça c'est quelque chose qui rentre pas dans son code. Bon voilà. Et donc on met alors Jaime Lannister au fer, donc un otage archi important, parce que bon c'est voilà, j'ai dit son Laïus, voilà c'est un des hommes les plus importants des 7 couronnes, et ça refait penser à ce qu'a dit Varys à Ned, quand Ned il a dit oui, mais de toute façon pour mon échange, je sais que Catelyn tient Tyrion, et Varys a répondu oui, mais elle a le mauvais frère. Ouais. Donc là bon, ils ont le bon frère, enfin. Donc ça peut être capital dans l'échange avec l'échange pour Ned, quoi. Oui. Là c'est vraiment une grosse victoire qu'ils ont eue. Surtout qu'on sait que Tywin, du point de vue Tywin, si on regarde bien au niveau de la descendance, il a que 3 enfants,
Jaime, Cersei et Tyrion. D'ailleurs, Cersei est née avant Jaime. Et bon, on sait pas trop au niveau de la succession comment ça se passe. Je crois qu'on avait déjà discuté parce que comme Jaime est entré dans la garde royale. Oui, on en avait discuté. Ouais. Du coup, ça reviendra. Mais bon, tu sens que Tywin a l'air quand même de tenir à Jaime, quoi. Il en est assez fier, peut-être. Quelque chose comme ça. Oui. Et surtout Cersei. Bah, forcément, Cersei, elle, voilà, elle tient énormément Jaime. C'est son amant, c'est son frère, c'est son tout, quoi. C'est à moitié. C'est à moitié. Mais comme tu l'as dit, il y a un problème parce que il y a eu, c'est pas bon, sa capture, c'est une réjouissance, mais il y a eu aussi des pertes. Donc Jaime avait tué 2 des fils de Lord Karstark, donc Eddard et Torren, ainsi que Darin Corbois, qui tous 3 protégèrent leur suzerain Robb des attaques de Jaime jusqu'à leur mort. Donc quelles implications? Premièrement, au niveau de, comme tu as dit, Guillaume des Karstark. Donc Jaime, il a tué le Benjamin et le Poussin des Karstark, donc Eddard et Torren. Et c'est vrai qu'on nous dit dans le texte, je sais plus qui le dit. Je crois que c'est Robb qui dit que oui, il faut éloigner Jaime de Rickard Karstark parce que il veut se venger. Ouais. Forcément, il vient de voir ses 2 fils périr de la main du régicide. Tout ce qu'il pense, c'est ouais, moi je veux voir sa tête sur une pique, quoi. Et je veux même le décapiter par moi-même. Et c'est problématique pour Rickard parce que en fait, ok, ses 2 fils sont morts, c'est une tragédie. Mais surtout son fils aîné et son héritier, lui, par contre, il a été de l'autre côté, il a été capturé lors de la bataille de la Verfurk. Donc là, il a pas de fils valide. Pour lui, c'est compliqué, là. Ouais. Complexe. Bah, surtout qu'il est même pas au courant, mais, bon, admettons que son fils, Arion Karstark reste capturé par les Lannister du côté de la Verfurk. Il se retrouve vraiment, dépossédé de tous ses héritiers. Et du coup, pour Darin Corbois, donc on l'a dit en début de chapitre, hein, c'est le fils de Lord Corbois qui lui était tué lors de la bataille de la Verfurk. Et bon, lui il est mort aussi du coup. Donc la famille Corbois là, elle est vraiment ta. Et bon, on sait pas trop si il avait des frères ou quoi, mais du coup il a perdu un fils. Donc du coup, du coup, il a perdu Darin, quoi, et on sait pas, ouais, non, mais il est mort, de toute façon. Ouais, je t'ai coupé. Mais oui, je voulais juste dire, non, mais, on sait pas s'il a des frères ou quoi, on sait pas si l'héritage est foutu. Ouais. C'est ça. Donc, au niveau de l'héritage, là, pour l'instant, on sait pas trop ce qui se passe, hein. Mais, ça a l'air de poser un problème au niveau des Corbois. Mais il y a eu aussi d'autres captures en plus de Jaime. Donc, déjà, on a 3 neveux de Lord de Tywin. 2 fils de sa sœur et 1 fils de l'un de ses défunts frères. Donc, est-ce que tu te souviens, Guillaume, du nom de la sœur de Tywin? Jaina. Ok, Jaina Lannister. Est-ce que tu te rappelles avec qui elle est mariée? Un Frey. Exactement. Elle est mariée à Aemon Frey. Aemon Frey qu'on a d'ailleurs déjà vu. Je sais pas si tu te rappelles quand. Non. Alors, on l'a vu lors du tournoi de la main. Tu sais, je crois que c'est ça. Ah ouais, il a pas fait une méga perf, je crois. De toute façon, tous les frères n'ont pas fait de méga perf, donc c'est... je crois que je te rappelle au moment. Et donc, du coup, quand on regarde au niveau des appendices, on voit que ces 2-là, Jaina Lannister et Aemon Frey, ont 2 enfants, 2 fils, du coup, et c'est ces 2 fils qui ont été capturés. Donc, Cléos Frey et Tyrion Frey. Donc oui, ils ont été capturés par les Stark. Mais du coup, c'est un peu bizarre, parce que du coup... Ouais, c'est là, ça devient brouillé, là. Ouais, voilà, parce que pourquoi tu captures des frères alors que les frères, ils sont dans ton camp? Donc, ça va créer un problème. Au bout d'un moment donné... c'est même pas une capture, vu que de toute façon, tu dois y avoir des membres de sa famille. Non, c'est plus, bon, on arrête les conneries, rentre à la maison. Ouais. Je veux dire, là, je sais pas, je sais pas combien de frais il a avec lui, Robb. C'est même pas une capture, quoi. Allez, on va chez papy. Mais voilà. Bon, au niveau des frais, ok. Et, du coup, l'autre, alors, ça pose un problème. Parce que on dit qu'il y a un, fils de l'un des défunts frères de Tywin. Donc, est-ce que tu te souviens, parce que Tywin a 3 frères. Il a Kevan et Alors, ouais. Et je me souviens plus, il y en a un qui est mort assez jeune. Enfin, qui est mort. Oui, c'est ça, il y en a un qui est... Je me souviens plus de son nom. Qui est mort de la vérole. Donc, okay. C'est Taïget, son second frère, après Kevan, qui lui est mort d'une vérole. Et il avait un 3e frère qui s'appelait Gerion, le Benjamin, qui est dit perdu en mer. D'accord, ok. Mais sauf que quand on regarde leur enfant, Gerion, on nous dit qu'il a qu'une bâtarde qui s'appelle Félicité et qui a 10 ans. Et Taïget, il a un seul enfant
qui, est-ce que tu te rappelles qui c'est parce qu'on en a déjà parlé? Y a-t-il c'était l'un des deux écuyers de Robert. Exactement. Donc il y a Lancel et voilà. Le deuxième il s'appelle Tyrek Lannister. Mais si on regarde au niveau de la chronologie, c'est presque impossible pour Tyrek d'être arrivé là-bas. Parce que Tyrek pensait que c'était l'écuyer de Robert qui était présent, etc. Mais pour faire le chemin, déjà, il a pas pu avoir l'information que Jaime allait jusqu'au conflant. Et il a pas pu se rendre là-bas, en fait, en aussi peu de temps. Donc ça pose un problème. Donc, alors, soit les appendices sont pas complètes. Peut-être, hein. Peut-être que, par exemple, on n'a pas tous les enfants de Taïget ou de Guérion. Soit, il y a un problème quelque part. Donc c'est l'un des... Ouais. Bah ouais. Ouais, ok. Il manque... Les calculs sont pas bons. Ouais, les calculs sont pas bons. Donc toi, tu penses quoi, par exemple? Tu penses que c'est une erreur, c'est pas une erreur, hein, mais c'est parce que pour l'instant les appendices sont pas encore complètes, ou c'est parce que il y a un problème d'identification? Je pense qu'il y a un problème d'identification, c'est le plus... Je sais pas, c'est un cousin, ils se sont trompés sur... je sais pas. J'en sais rien. Ou alors quelqu'un qui se fait passer pour un fils Lannister. Pour se faire passer pour un... Je sais pas. Ok. Donc, en tout cas, pour l'instant, on sait que ça peut pas être en tout cas ça peut pas être Tyrek Lannister. Mais donc, le fait que Théon l'identifie comme celui-là, ça pose un problème en tout cas. Alors, parmi les autres hommes capturés, on a deux seigneurs. Voilà. On a deux seigneurs, mais dont les noms n'ont pas été traduits. Donc, dans le texte, c'est marqué Lord Westerling ainsi que Lord Bainfort. Les noms seront traduits plus tard. Faut les retenir, quoi. Il s'appelle Lord Westerland et Lord Fléophore. D'accord. Mais il faut retenir Lord Westerland et Lord Fléophore. Parce que le Westerling et Bainfort, ça sera plus jamais utilisé, je pense. On a aussi Garce Verchamp, pour qui le nom de famille a déjà été entendu. Est-ce que tu te rappelles, Guillaume? Il y a un chevalier de la garde de nuit, non? Pas de la garde de nuit, de la garde royale. Exactement, oui. Preston Verchamp, un membre de la garde royale. Et bon, c'est justement par rapport à ces trois noms que je voudrais revenir, donc Verchamp, Westerland et Fléophore, parce que ces problèmes de coquilles, je trouve que dans ces moments-là, parce que pour l'instant on a hésité en disant que c'était un peu chiant, mais je trouve que dans ces moments-là ça peut poser un vrai problème de compréhension. Parce que si on parle pas anglais et si on n'a pas un peu du jote, on peut ne pas faire le lien entre les différents personnages. C'est pas qu'une question de jugeote, c'est une question d'attention, je sais pas. Ouais, et de la mémoire aussi, tu vois. Ouais. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux dire et tout à Greenfield et tout, si tu vois, Greenfield, Verchamp, c'est, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu peux capter, mais franchement, c'est facile de passer à côté. Genre. Voilà, exactement. Franchement, c'est très facile et franchement, moi, j'en voudrais à personne de passer à côté, quoi. Bah surtout si tu sais pas en fait qu'il y a des erreurs de traduction. Oui. Enfin, c'est pas des erreurs, mais si tu sais pas qu'il y a des oublis de traduction, en fait, oui, comme tu dis, tu peux passer à côté. Et ça peut poser voilà, j'en dis pas plus, mais ça peut poser un vrai problème de compréhension. Donc c'est dommage, quoi, qu'ils aient pas encore corrigé cette erreur. Donc les derniers à être capturés par les Stark, hein, fut Lord Estren, Malor le Dornian et Sir Titos Brax. Je sais pas comment on dit Malor le Dornian, en mode ça a l'air tellement d'être un territoire pas autarcique mais reculé qui ouais, ça sent c'est exotique quand même, hein. Ouais, parce que ça fait partie des 7 couronnes. Mais genre c'est le même continent, mais c'est le Dornien. Genre. Ouais, tu vois, c'est ça. Ça fait penser un peu comme s'il venait des sauces ou des îles d'épée. Comment il s'appelle le prêtre rouge là qui enflamme son épée? Ah oui, Tauros de Myre. Tauros de Myre. Bon, tu vois, c'est comme. Voilà, exactement. Parce qu'on entend pas genre en mode dire, je sais pas, Eddard de Winterfell, ça serait bizarre de dire ça. Enfin, comme on l'entend maintenant. Alors que le Dornien, ça fait vraiment style, c'est vraiment bon, ok, ça fait partie de cette couronne, mais voilà, quoi. En mode, c'est des Corses, un peu. Ouais. Ou des Bretons. J'ose dire. Ouais, j'avoue, les Bretons. Mais alors, le Breton, tu vois. Ouais. En fait, bon. Ça fait pas trop partie de la métropole, mais... mais, malgré cette victoire, Catelyn recadre Tyrion et le coupe sur le fait que Tywin Lannister est encore en liberté. De plus, voilà quoi. Ils avaient toujours pas récupéré Vizsla. En vérité, parce que oui, du coup, on revient sur le défaut de
de Jamie, la patience, parce qu'en fait Jamie il faisait des sortes de raids en fait à l'extérieur de son camp, et c'est ça qui a fait qu'ils ont pu le capturer assez facilement. Et bon, faut pas oublier qu'il y a quand même 12 000 hommes qui sont toujours autour de Vivzek, quoi. Ouais. Et que surtout Edmure Tully est toujours capturé. Ouais, c'est sûr. Ben après, ils peuvent menacer, genre dégager, sinon On exécute Jamie. On exécute Jamie, tu vois. Jamie. Ouais. Bah c'est vrai que là ils ont pas trop l'air, on sait pas trop qui c'est le chef par intérim du coup maintenant, quoi. Ouais. C'est vrai que Jamie il a l'air de représenter la toute puissance des Lannister, des Casterly Rock. Ouais, il y a sûrement un Bad Ray qui traîne, tu vois. Mais du coup oui, si tu menaces d'exécuter Jamie, en plus en voyant le caractère de Tywin, on se dit que si le mec qui est aux commandes, c'est lui qui a la responsabilité de la mort de Jamie, il va pas vivre très longtemps. Ouais. Et donc, alors oui, juste pour finir, comme au dernier chapitre, pour cette bataille, en fait, elle va avoir un nom. Bois murmure. Ouais, voilà, exactement. La bataille du Bois murmure. Donc c'est par ça qu'on va se référer plus tard. Tant que ça va être cité à un moment donné, mais bon, si c'est pas cité, voilà quoi. Ça, pour s'y référer dans les prochains chapitres, on va s'y référer sous le nom de la bataille du Bois murmure. Ouais, il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est Theon Greyjoy quand il dit on n'a pas vu de victoire comparable depuis celle du Champ de Feu. Le Champ de Feu, c'est Ah, on en a déjà parlé, ouais. C'est genre quand il a sorti 3 dragons. Ouais, exactement. Ok. Ouais, on avait parlé. Alors, c'est lors d'un chapitre, tu sais, de Tyrion, quand il a accompagné Jon à la garde de nuit. Et, tu sais, il se disait, ah, j'ai de la chance que mon que mon descendant, en fait. Ait survécu. Ouais. Alors, parce que les Lannister, en fait, lui, il a décidé de fuir, je crois. Alors que, je crois que c'est justement, ceux qui étaient, les gouvernants alors, la terre des Tyrell, c'est au jardin, au jardin, qui s'appelaient les jardiniers, les gardeneurs. Et en fait, Ouais. bon, toute la famille est exécutée, quoi. Et du coup, après, ça a été revenu aux intendants des jardiniers, qui sont les Tyrell. Putain, il abuse un peu, genre il compare genre juste une opération bien jouée à 3 dragons qui déciment tout, qui foutent la terreur. Oui. Putain, il est tout le temps dans la bulle. Ah, mais il a l'air détestable, Théo, hein. Il a vraiment détestable, genre imbu de lui-même, un peu insolent parfois, tu vois. Tu vois, tout comme ça et tout, j'aime pas du tout Théon. Après, peut-être que je pense que toi aussi, hein. Je pense que ça me met ma vie avec tous les lecteurs. Il me fatigue. Mais, donc voilà, on a terminé pour ce chapitre qui était assez lié au précédent, en vérité. Et, bon, on a eu 2 batailles, je crois que c'est les 2 premières batailles qu'on a, depuis le début du tome, hein. Ouais, je crois. Bah, c'est cool parce qu'on monte quand même, un peu dans la politique un peu, mais tu vois, on a la capture. Là, je pense qu'au niveau des terres, c'est un peu compliqué parce que si on regarde, par exemple, on a dit que oui, que, je crois que c'est Wendell Manderly qui a été capturé, Wendell Manderly, est-ce qu'il a été capturé? Non, c'est Willis qui a été capturé à la bataille de la Willis. Je crois que c'est Willis. Ouais, ah non, Wendell, juste, il est dans la garde. Mais bon, du coup, on voit que les commencent déjà à capturer les héritiers. Donc, sûrement, il va y avoir ça va commencer à faire des échanges, tu vois. Le jeu des trônes commence à s'activer. El Juego de Tronos. J'ai vu un moment que c'était ça, le nom. Le nom hispanique? Espagnol, ouais. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié nous écouter par ce chapitre. Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, nous suivre, nous écouter sur les différentes plateformes, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.